Constante, pratique, design. Date entrée, octobre 2028. Entrée. Identifiant. PR, entrée. Constante. Pratique, design. Vide, commencer. Conférence. Histoire de demain. Domaine spécifique. Historigraphe. Rangée, archive. Fichier, point PRZ. Retour. Introduction, point. CMD, reconstitution des formats. Vide boucle. Parenthèse X égale temps. Y égale environ. Z égale année 2000. Série imprimée. Valeur pratique. Design faux. Commande chargée log.document.arz. grep discours. Bonjour à tous. Donc là, je parle dans le vrai micro. Je me présente, donc Benoît Renaudin. Je suis média designer, donc c'est un terme qui est un petit peu inventé puisque il existe peu de média designers. C'est une façon de dire que je suis designer et que j'utilise différents types de médias, tout simplement. Alors, je me présente parce que c'est, je pense, important dans cet événement-là j'explique d'où je parle. Donc je vais vous présenter juste quelques projets à moi, c'est pas une autopromotion très folle, c'est juste pour vous montrer mon point de vue et mon point de départ. Donc je suis un ancien journaliste de presse écrite en presse culturelle, rien à voir. Voilà, puis j'ai décidé de me réorienter il y a quelques années pour imaginer des dispositifs interactifs. Donc je suis parti en Suisse, je suis français d'origine. Et puis j'ai commencé à faire des projets comme celui-ci que vous voyez. Oui, vous voyez, c'est bien. Murmure, qui est un projet de design fiction. Donc ça va être ce qui va nous occuper là pendant les 40 prochaines minutes. Ce projet, c'est un projet de design fiction qui raconte, dans un futur très très lointain, dans 1000 années, la découverte de ce type d'objets que vous voyez à l'image, qui sont des objets issus du design suisse que j'ai choisi et que j'ai encapsulé dans des blocs de résine. Les visiteurs de ce musée, de cette sorte de cabinet de curiosité qui existe vraiment, c'est un vrai musée avec des vrais blocs de résine et des vrais appareils pour écouter, redécouvrent ces objets dont on a perdu l'usage. Donc là, on voit une webcam qui a été faite au début des années 2000 par Logitech, en Suisse, que je me suis vraiment concentré sur les objets suisses. Et ce jeune homme qui écoute l'audio guide de cet objet, on lui raconte qu'en fait c'est un objet assez étrange qui trônait au milieu d'un salon familial au bord du lac Léman. C'était un objet qui était utilisé pour se regarder à l'intérieur tout en communiquant avec les autres. On ne comprend pas vraiment à quoi il sert cet objet, mais on en décrit un usage hypothétique venant du futur. Des choses qui sont peut-être plus proches de ce que ce festival promeut en termes de format. Ça, c'est un jeu mobile, où en fait, qui est spécifique pour un parc de la ville de Genève, que j'ai fait pour la ville de Genève cet été, et qui proposait aux joueurs de vivre la peau d'un archéologue en 3018. Donc là, on est toujours dans cette idée de fiction dans le futur lointain. Et avec ce jeu qui était
géolocalisés dans ce parc, on redécouvrait ce qui faisait, comment on vivait à l'époque des début des années 2000. Donc on est un archéologue qui redécouvre la façon de vivre du passé. C'est ce jeu entre ce qui nous paraît banal dans les usages de ces objets des nouvelles technologies, et puis ce qui, quand on le projette dans le futur, est plus du tout banal, puisque on n'en connaît plus l'usage. Donc voilà, on pouvait se balader dans le parc tout en jouant et redécouvrant les mystères des Suisses, et les Suisses et les Suisses à l'envers. Ça, c'est un autre projet que j'ai fait avec une metteur en scène, Isis Famille, en Suisse, qu'on a commencé en Suisse. En fait, on a été au Caire, en Égypte, à plusieurs reprises, lors de résidences artistiques. On a créé pendant plusieurs années une bibliothèque de sons que nous, on prend là-bas. Des sons qui sont des interviews de politiques, de journalistes, de militants dans des ONG, et puis des sons aussi de la famille d'Isis, qui est d'origine égyptienne, des gens de la rue, des sons de voitures, des sons de tuk-tuk, des sons de pigeons. Voilà, on a une bibliothèque énorme de sons, et on les réinvestit dans des installations interactives. Celle-ci, elle permettait en fait on l'a fait au festival à Lausanne et puis à Montréal au festival Nouveau Cinéma Explore l'automne dernier. Et en fait, ça permet on spatialise l'endroit, donc l'utilisateur qui a le casque et que vous voyez à la hanche, qui est une chose assez étrange. En fait, c'est une appli qu'on a développée qui permet de localiser à 1 mètre près l'utilisateur. Et en fait, ce que lui entend, ce sont des sons provenant du Caire, que nous, on a respatialisé en 3D. C'est un faux binaural, c'est la 3D. Voilà. Et en fait, il est dans cet espace qui est une station de métro, c'est pour ça que ça s'appelle Métro Kéros. Et c'est une station de métro qu'il connaît, puisqu'il la prend sûrement tous les jours pour aller au boulot. Voilà. Et puis, nous, on lui donne une autre réalité, une tranche de réalité différente dans ses oreilles. C'est-à-dire qu'il va passer d'un concert d'électro dans un club d'électro du Caire à une parole d'une militante pour le droit des femmes en Égypte. Et puis il rentre dans ces capsules très intimes, dans un espace qui est public, avec une technologie qui est franchement pas très enfin qui est un petit peu envahissante parce qu'il faut mettre cette ceinture, mais qui coupe pas on n'avait pas voulu que ce soit visuel puisqu'on faisait que du son. On avait voulu que ce soit cette idée qu'on déterritorialise l'utilisateur, ce qu'il voit et sa réalité, ce qu'il entend en est une autre, pour mieux le rapprocher de différentes façons de vivre et de penser. Et puis voilà, ça c'est je vous montre ce dernier projet pour montrer que je fais vraiment plein de choses complètement différentes. Ghost House, c'est un projet beaucoup plus lol et fun qu'on a montré dans plusieurs festivals en Suisse de VR. En fait, on l'a créé, je dis on parce que toutes les personnes là qui sont sur la photo sont les personnes avec qui je l'ai créé. C'est un train fantôme. En fait, on est parti du principe que la VR était clairement pas née du cinéma, mais plutôt des foires ou de ce monde forain. Voilà, que c'était pas franchement une petite sœur du cinéma, mais plutôt une petite sœur des arts forains. Et on s'est dit, on va faire un train fantôme dans lequel on va pouvoir vivre vraiment le train fantôme. On l'a pensé comme une performance pour un spectateur, parce qu'en fait, dès qu'on met le casque et qu'on commence le film, s'actionnent plein de choses autour. C'est-à-dire qu'on a 4 manipulateurs tout autour qui vous poussent la chaise sur laquelle vous êtes, parce que vous êtes un fantôme, donc il faut pouvoir flotter, vous arrose avec un spray d'eau, parce qu'à un moment on passe dans un endroit où il y a de la pluie et des gouttes d'eau, etc. Vous fait passer à travers des toiles d'araignée avec un cadre. Donc on s'était amusé autour de cette idée que le train fantôme pouvait être revécu à travers la réalité virtuelle. Et finalement, ça s'est transformé en une performance pour un spectateur, mais finalement, ceux qui attendaient leur tour, ça devenait une performance assez incroyable à voir avant de passer, quoi. On voyait des gens qui s'activaient autour de personnes qui ne voyaient pas. On s'est beaucoup amusé avec ce truc. Tout ça pour vous parler d'autre chose, du design fiction. Voilà. Alors on est dans un festival qui promeut les nouveaux formats numériques, entre autres, mais moi j'ai pris ça comme les nouveaux formats en général. Le design fiction, c'est quoi?
mettre un point d'interrogation, comme ça on va se poser la question. Euh, et bien le design fiction, c'est une pratique en design, un outil en design. Un moyen, de faire du design autrement. C'est un format qui est, une pratique qui a, au sein du design, découvert des nouveaux formats pour parler du design ou de projets de design. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, on commence un peu mal, c'est que on parle de design fiction, mais on peut aussi parler de design spéculatif et critique. Voilà, donc vous avez jamais entendu parler de ces deux termes, je suis d'accord, mais si un jour vous vous renseignez, vous allez tomber sur ces deux façons de parler de ces pratiques. Je m'y arrête un peu je continue à parler je vais développer en expliquant cette pratique. Le design fiction et le design spéculatif ont deux origines géographiques, on va dire, et deux origines de pensée un petit peu différentes. Le design spéculatif critique, on va dire que c'est né de Anthony Dune, qui est un Anglais, qui a fait par exemple ce projet, qui était un ancien ingénieur chez Sony. Voilà, il faisait des Walkman, il était à Tokyo à faire des objets, il était designer industriel, donc il fabriquait les Walkman, les lecteurs CD dans les années 80, fin 80, début 90. Et puis on a eu un petit peu marre de ce monde un peu formaté de l'industrie type Sony. Et il a dit, je vais refaire des études et je vais faire une thèse. Donc il est revenu à Londres, au Royal College of Art, pour faire un PhD basé sur la pratique. C'était des nouveaux formats dans les années 90 par le design, on peut faire par le design pratique, faisant des choses, on peut faire de la recherche. Et il a imaginé ce type d'objet dans sa recherche de PhD au Royal College of Art. Là, on est en 94-97, ça c'est la période de son PhD, et il imagine cet objet, par exemple, qui s'appelle le Faraday Chair, donc la chaise de Faraday, dans laquelle une personne qui la possède chez soi s'immerge dedans, et d'un seul coup est coupée de toutes les ondes qui l'entourent. Elle fonctionne pas du tout, c'est du plexiglas, vraiment de base, je l'ai vu en vrai, ça fonctionne pas du tout. L'idée, c'était pas qu'elle fonctionne, mais c'était qu'elle émette une sorte de projection physique, en la créant vraiment, de qu'est-ce que ça représentait si on avait ça chez nous et qu'on est pour se protéger des ondes. Alors lui, il parlait plutôt des ondes hertziennes, des ondes radio, parce que le Wi-Fi n'était pas encore très développé à l'époque. Mais il avait une vision quand même un petit peu spéculative de ce que après on a appelé les électrosensibles. Il y a eu il y a eu pas mal de luttes ensuite au début des années 2000 qui s'est développée et qui aujourd'hui est assez plus connue du grand public. Mais c'était une projection, disons, spéculative. Et puis à côté de ça, on a eu le design fiction, qui est né un petit peu après. C'est des gens qui se connaissent, donc c'est un petit peu compliqué, mais le design fiction, il vient plutôt des États-Unis, avec notamment un ancien ingénieur de chez Nokia, cette fois, qui s'appelle Julian Bleecker. Et il était chez Nokia au début des années 2000, et ce Julian Bleecker, son job à Nokia, parce que Nokia était vachement à l'avance au début des années 2000, ce qui n'est plus du tout le cas, parce que Nokia n'existe presque plus, voilà, qui a été racheté par Windows et tout ça. En fait, ils étaient vachement à la pointe, parce ils avaient créé une petite section avec des designers qui n'étaient pas là pour fabriquer des téléphones ou pour imaginer à quoi pouvait ressembler un écran, mais ils étaient là pour imaginer ce qu'était le futur de Nokia. Donc c'est assez vaste, mais ils faisaient des prototypes de ce que Nokia allait faire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'était vraiment leur seul travail. Alors lui, il a dit, ce qu'on est en train de faire, il a dit, on fait du design fiction. Il était fan de science-fiction, donc il a mis fiction avec design, et puis ça a fait design fiction. Donc c'est deux mouvements qui sont un petit peu nés dans des origines différentes, à peu près à des époques communes, qui aujourd'hui ont convergé, on va dire, parce qu'il y a des praticiens qui se disent même plus qu'ils font du design fiction, du design spéculatif, mais qui viennent de ces deux endroits. On revient au cinéma muet. Ils ont fait ce truc qui montre les futurs des interactions qu'on aura, par exemple, avec les voitures, pour l'ouvrir. Comment ça fait un geste étrange, qui fonctionne pas très bien. Donc on sait pas trop comment ça marche, ils expliquent pas vraiment. Eux, ce qui les intéresse, c'est de voir ce geste assez bizarre qu'on ferait sur la vitre, et qui fonctionne pas toujours très bien.
Ça on est en 2014. Donc on est avant la reconnaissance faciale de Google et ce qui fonctionne bien. Donc là, elle se dit, ah mince, j'ai enregistré ça pour démarrer ma voiture, il faut qu'elle me reconnaisse. Mais le problème, c'est que quand je l'ai fait la première fois, je m'étais maquillé. Et donc il faut que je me remaquille à chaque fois que je rentre dans ma voiture pour pouvoir le faire. C'est un petit peu embêtant. Ok, c'est bon, ça fonctionne, la voiture commence. Euh, Ce genre de vidéo, enfin, alors je ne sais pas trop comment la catégoriser. Est-ce que c'est un court métrage? Est-ce que c'est juste une vidéo de démonstration d'une recherche qu'eux ont fait en fait dans des universités aux États-Unis avec des étudiants en design? En fait, ils ont appelé cette étude le Curious Ritual, donc les rituels curieux qu'on a avec nos objets de tous les jours électroniques. Donc il y a par exemple ce genre de geste que vous connaissez peut-être. Il y a même des gestes comme ça, où en fait on a l'impression que si on touche notre tête, on fait la terre. Enfin, en fait, il y a plein, ils ont comme ça, ils ont catégorisé tous les gestes étranges qu'on fait. Vous voyez quand vous passez un coup de fil, là, après la pause, vous allez passer un coup de fil, et puis vous allez commencer à faire une danse super bizarre avec votre téléphone, à marcher, à faire des pas. Et on sait que si on vous voit à 200 mètres, on sait que cette personne téléphone sans voir le téléphone, quoi. Juste à ce geste qui est apparu avec ces nouvelles technologies. Donc en fait, ils sont dans cette idée de questionner le futur de ces gestes et d'en trouver d'autres, quoi, en gros. Euh, Ils ont plein d'autres choses qui sont très intéressantes, mais j'avance. Donc le design fiction, c'est ce qui nous intéresse là maintenant. Euh, il aide à prototyper d'une certaine manière le futur de nos sociétés. Alors prototyper, c'est ce mot qu'on a en design, c'est pas un produit final, c'est une sorte de moment où on a une forme qu'on va tester. Donc on n'est pas dans cette chose finie. Euh, Ils sont pas en train de développer les technologies pour ouvrir sa voiture en faisant ça, quoi. Ils sont plutôt en train de questionner à quoi ça va ressembler. Et ça, c'est pour eux un prototype, ce type de vidéo. Ils font des livres aussi. Euh, Toujours design fiction, Near Future Laboratory. On fait le catalogue Ikea du futur. Euh, c'est un format qu'on connaît tous, un catalogue Ikea. Sauf qu'ils ont imaginé les produits qu'Ikea vendrait dans 10 ans, par exemple. Donc, je sais pas moi, un lit qui permet de diffuser un son relaxant, etc., etc. Pour d'autres praticiens du design fiction, c'est aussi un moyen d'apporter une voie alternative à l'élaboration de nos futurs. On a une mainmise de l'industrie et des sociétés notamment industrielles type Google, Facebook, mais aussi des personnes qui fabriquent par exemple le verre de vos téléphones. Corning, c'est une très grosse entreprise qui fabrique le verre tac- tactile du téléphone, en tout cas. Et eux, en fait, ils ont la main mise sur le futur. C'est-à-dire que, en tant que fabricants, ils investissent certains champs pour nous dire ça va être le futur. Donc, vous avez ce film qu'on prend, quand on fait du design fiction, on prend souvent, on l'attaque souvent, ce film. C'est Minority Report. Je ne sais pas si vous en rappelez, il date un peu maintenant, mais et dans Minority Report, on voit Tom Cruise qui fait des gestes incroyables comme ça avec des vidéos interactives sur un mur qui est transparent mais concave. Bref. Et à l'époque, c'était complètement incroyable. On se dit, mais waouh, le futur, on aura des gants et on pourra tourner des images et voilà. Et en fait, clairement, cette partie-là du film a été subventionnée par ATA, qui est une énorme boîte de télécommunications aux États-Unis et qui a mis de l'argent en fait, pour développer ce moment du film en fait. Pour eux, c'était important de mettre de l'argent dans cette vision du futur que Hollywood proposait. Avec Tom Cruise, en plus, ça se refuse pas quoi. Il y a plein d'exemples comme ça, notamment venant du monde du cinéma et de la science-fiction, où on a des entreprises qui investissent ce champ du futur. Le design fiction, lui, il veut apporter une voie alternative. Donc il veut dire, oui, c'est bien beau d'avoir un Tom Cruise qui fait comme ça des images, mais s'il veut prendre son café, Tom Cruise, à un moment, avec ses gants, ça va être chiant parce qu'il va tourner des images tout en buvant son café. Enfin, ça marche jamais très très bien, ce genre de truc, quoi. Euh,
Une autre chose importante, c'est d'imaginer les débats qui nous occupent sur nos futures technologiques. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui, par exemple, au Storygraph, de à quoi ressemblent les nouvelles formes documentaires, à quoi ressemblent les nouvelles formes de diffusion, les réseaux sociaux, les devices, toutes ces machines. On a eu une lauréate là, de la résidence qui proposait un récit interactif sur ces objets qu'on pense être des intelligences artificielles, enfin des assistants personnels type Alexia ou celle d'Amazon. Voilà. Mais clairement, comment on s'empare de ça, nous, en tant que citoyens, en tant que personnes utilisateurs, etc. Et comment on reprend notre futur à nous, quoi. Est-ce que nous, on veut vraiment ça? Alors on peut soit l'acheter, soit pas l'acheter, mais il y a des choses qui s'appellent le marketing qui sont assez fortes et qui nous poussent à acheter des choses. L'idée, c'est de créer des débats de société autour de ces futures technologies qu'on veut ou qu'on veut pas. Alors, j'ai pas mes commentaires, donc je vais lancer une vidéo, je sais pas. Ah oui, c'est ça. C'est un projet de Simone Rebodango, qui est en Angleterre, en 2014-2015, qui imagine que le futur de nos produits comme ça industriels, type le toaster, seraient des addicts. Donc en fait, elle imagine Brad le toaster. Donc ça, c'est Brad le toaster qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si vous louez les services de Brad le toaster, il ne vous appartient pas. Brad le toaster, il est hyper content quand il fait des toasts. Et puis il est hyper content parce qu'il est connecté à d'autres toasters dans son réseau. Il tweet, donc il peut tweeter et dire je suis très très content, j'ai toasté aujourd'hui plein de toasts. Il peut tweeter aussi aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de toasts. On est en Angleterre, hein, c'est pour ça que ça fonctionne bien les toasts. Brad le toaster, voilà, il vit que à travers les toasts. Et puis s'il n'est pas content, au bout d'un moment, il peut dire non mais je suis pas bien ici, je toaste pas assez, je m'en vais. Et donc la personne qui a loué les services de Brad le toaster se voit dépossédée de Brad le toaster, qui va lui chez une autre personne. Donc ça c'est Charles qui malheureusement toaste pas assez et qui au bout d'un moment voit dépossédé de son toaster. On voit que le format vidéo est encore présent. C'est un des formats qui revient assez souvent en design fiction. C'est un moyen. Alors là, c'est une fausse pub. Clairement, on est dans un mock-up de pub. Type, j'ai une startup, je viens de lancer ce produit et je lance un Kickstarter, par exemple. On est dans ce format-là de démonstration. En France, on n'est pas en reste, que je parle de l'Angleterre, des États-Unis, un peu de la Suisse, etc. Mais la France, le design fiction arrive petit à petit dans nos contrées. On est toujours un petit peu en retard en France, mais on s'empare des choses toujours différemment, ce qui est, je trouve, intéressant. C'est une généralité que j'applique au design fiction. On a un collectif qui s'appelle le Design Fiction Club, dont je fais partie à Paris. On a des studios à Nantes, Design Friction. On a des praticiens qui se revendiquent de cette pratique. Je dis pas mouvement parce que c'est l'histoire nous le dira. Ils sont emparés du design fiction donc l'année dernière pour les élections présidentielles et puis pour les élections législatives. Et ils ont imaginé d'abord, et si Macron était président, et si, bon ça on l'a vécu après, mais ils ont fait des what if, des et si, et puis ils ont imaginé le futur de ça, à quoi ça ressemblera, quoi. Et si Jean-Luc Mélenchon était président, il se ferait peut-être pas perquisitionner. Je sais pas. Ils ont fait ça pendant les élections présidentielles et puis ils ont fait ça pendant les élections législatives et ils ont imaginé notamment des façons de penser la politique autrement, des fictions, des projections, des prospectives. Je vous encourage à regarder ce qu'ils font, le Design Fiction Club. Ils ont plein de conférences à Paris. C'est très très ouvert. Il y a des workshops. Moi, je vais faire un workshop là, en avril prochain. C'est ouvert à tout le monde, même vraiment tout sauf des designers d'ailleurs. Je continue là-dessus sur les formats du design fiction parce que c'est ce qui nous intéresse pour ce festival, c'est les nouveaux formats. Et je pense que le design fiction peut apporter des nouvelles façons d'écrire ou en tout cas des nouvelles façons de se projeter sur cette question des nouvelles technologies en particulier.
ce que je vous ai montré, on a la vidéo qui est la base de beaucoup de projets de design fiction, la monstration de plein de pensées. Euh, on a vu la pub, on a vu... Est-ce que c'est un court-métrage? Je sais pas, mais un format court-métrage. Moi, je vais vous montrer ça aussi. Euh, Ça, c'est un projet en 2003. C'est James Auger et Jimmy Loiseau, qui sont eux anglais, c'est des British, qui sont des étudiants de Anthony Dune, dont je parlais un petit peu avant. Et puis, ils sortent du Royal College of Art et ils font ce projet. C'est une vidéo toute simple qui utilise des images de films en plus et qui dit nous, on est une boîte et on a inventé un produit révolutionnaire. Et ce produit révolutionnaire, c'est une dent qui capte des ondes radio et qui rediffuse l'audio sur la boîte crânienne. Ça nous paraît hyper dépassé maintenant, mais en 2003, c'est un truc de dingue. Euh, on peut parler au talkie-walkie et recevoir l'audio sans que personne ne sache que... Machin. Voilà, on peut recevoir France Inter ou France Info sur sa dent sans que personne ne sache qu'on écoute France Inter ou France Info. Tout ça est faux, c'est qu'un film promotionnel de Maybach, une boîte de nouvelles technologies anglaises qui invente ce produit révolutionnaire. Ça marche tellement bien qu'il se retrouve sur la couverture du Time comme une des meilleures inventions de 2002. Donc, j'ai dit 2003, c'est 2002. Donc c'est le top du top du top, quoi. Tout le monde parle de cette dent révolutionnaire. Elle n'existe pas. Eux, ils disent pas qu'elle n'existe pas. Ils jouent le jeu jusqu'au bout. Ils sont interviewés par le Daily Telegraph qui fait un grand truc sur le futur des dents, etc. Eux, ils reçoivent des mails incendiaires du monde médical qui disent mais c'est une catastrophe votre truc. Tout ça, il génère en fait une forme de débat sur ce qu'on veut, sur l'augmentation de l'humain, est-ce qu'on veut aller vers là, etc. Eux, c'est une forme de provocation en fait qui utilise différents canaux. C'est-à-dire que ils ont fait une vidéo, mais ils ont joué le jeu parce qu'ils ont fait des interviews et ils ont alimenté cette idée par différents formats. Alors c'est 2002, donc ils n'ont pas de live tweet, ils n'ont pas de compte Instagram, etc. Mais c'est-à-dire que ce canular, qui n'est pas un canular à la base, qui est vraiment une idée de mettre un produit avant qu'il existe sur le marché, en fait, le marché de la communication, euh, pour le tester, pour voir ce que ça fait, comment la société réagit. Un autre format qui est, je trouve, très intéressant aussi, je check je suis dans les temps, participatif. C'est un format que j'admire beaucoup, c'est-à-dire que on a des designers qui se disent mais moi dans mon petit coin de designer je peux faire des objets, ça je sais faire, je peux faire des applis, ça je sais faire, mais ce qui m'intéresse c'est de partir avec un sujet de société et d'aller le confronter et d'aller en faire quelque chose dont tout le monde peut s'en emparer ou un maximum de personnes. Euh, pour exemplifier ce format du design fiction, c'est Effin Jones qui est un designer anglais encore. Euh, gallois. Ouais, il est gallois en fait. Non, je vais me faire trucider par le. Euh, donc il est designer, il fait du design fiction participatif. Il est du Pays de Galles et au Pays de Galles il y a ces endroits qui s'appellent les collieries et qui n'ont pas de traduction en français. Peut-être, j'en ai pas trouvé. C'est à la fois des manufactures de charbon et des mines de charbon dans un même espace. Et ça a été l'industrie principale du Pays de Galles pendant très longtemps, quoi. Et ces collieries, elles ont fermé, comme beaucoup d'industries au Pays de Galles, et elles ont laissé des sites morts et des communautés clairement avec un taux de chômage énorme, puisque tout le monde dans les villages travaillait dans ces collieries qui étaient dans chaque village. Donc il est retourné dans son village, dans sa ville natale, et puis il a dit, mais moi je veux que ces collieries, le futur de ces collieries, c'est que ce soit des centres d'entraînement pour spationautes. Donc il parle de ce présupposé complètement fictionnel, puisqu'il sait qu'il n'y arrivera jamais, mais il dit, voilà, en tant que communauté, on va tout mettre en place pour que ces sites industriels miniers pour extraire du charbon deviennent le futur du Pays de Galles, des futurs centres d'entraînement spationautes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait par exemple des entraînements en piscine avec des scolaires, des primaires,
pour apprendre les langages des spationautes avec un cosmonaute russe en direct sur Twitter, sur Skype, qui explique aux enfants qui sont dans la piscine, c'est très drôle, il y a plein de vidéos sur son site, et donc ils s'entraînent sous l'eau à faire les gestes qu'on a dans l'espace en fait. Quand on fait sur l'ISS International, ce genre de choses. Donc ils préparent les gamins à apprendre le langage des spationautes. Ils fabriquent cette combinaison spatiale avec des artisans gallois. C'est-à-dire que ça, ils ont des spécialités de fabrication du coton et de confection du coton euh, euh, très particulières, du verre aussi. Le casque, c'est un artisan souffleur de verre qui le fait. Donc en fait, il met en valeur toute une partie du patrimoine gallois dans ce projet de réaffection complètement utopique de ces coral reefs. Le design, c'est très bien faire aussi des objets. Ça, c'est un autre format qu'on retrouve souvent dans des projets de design fiction. Alors, je vous ai parlé du catalogue du futur d'IKEA. Euh, du mobilier type le Faraday Chair qu'on a vu au tout début. On a des objets technologiques qui n'existent pas aussi encore. Euh, Ça, c'est un autre designer, c'est pour vous, un autre exemple on va carrément créer ces objets. Ça, c'est Noam Toran, qui est euh, maintenant en Hollande, je crois, et qui imagine ces accessoires pour hommes seuls. Euh, donc en fait, il parle pas de Tinder ni de ses applis, il en parle un petit peu de façon détournée, même si c'est un petit peu avant, c'est les années 2005-2006. Euh, et il dit, mais voilà, les hommes seuls, célibataires, j'imagine des objets pour eux, notamment, là, l'image de droite, c'est un enrouleur de couverture quand on dort seul, pour simuler que quelqu'un est en train de tirer la couverture et pour avoir les pieds froids. Euh, Au milieu, c'est un petit mécanisme qui a des faux cheveux synthétiques qui s'enroulent notre visage quand on dort. C'est un petit peu désagréable, mais c'est réconfortant. Euh, et puis à gauche, c'est un des petits ventilateurs qui souffle comme ça dans sa nuque, dans son lit, pour pas qu'on soit seul, qu'on ait l'impression qu'on ait une présence à côté de soi. Ça montre une forme de très grande détresse amoureuse. Euh, et ce sont des objets qui fonctionnent. Alors eux, je crois qu'ils fonctionnent vraiment, mais c'est assez simple comme mécanisme. Ce qui est important, c'est la narration qui est avec ces objets. En fait, c'est pas tellement l'objet en lui-même, mais c'est ce qu'on raconte en fabriquant ces objets. Euh, je vous Noam Toran, c'est un grand fan de cinéma aussi. Il a fait énormément de films et de courts-métrages. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il a fait notamment un, un très beau, une très belle série de courts-métrages qui s'appelle Management Desire, donc les management du désir, où en fait il invente des objets pour fantasmes. Et notamment, il y a cet objet incroyable d'une femme chez elle qui euh, invente une sorte d'objet, on pense que c'est elle qui invente ou qu'elle achète, on ne sait pas trop, qui ressemble à oui, c'est les hôtesses de l'air, ce qu'elles ont dans les avions là, pour passer entre les allées, avec les petits chariots, voilà, des petits chariots pour donner du vin ou du jus de tomate, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, cette femme qui a peut-être le fantasme de l'hôtesse de l'air, on ne sait pas, recréer une sorte d'avion avec des chaises, un peu comme on a là, de rangée, et utiliser cet objet pour vivre son fantasme et vivre le fait qu'elle n'est pas hôtesse de l'air, mais qu'avec cet objet, elle vit, enfin, l'objet vibre et tout, c'est complètement bizarre. Euh, le design fiction, certains s'en emparent même pour faire des articles scientifiques. Ou en tout cas, dans le monde scientifique, on s'en empare aussi. Euh, L'exemple assez récent de ce jeune homme, Joseph Linley, qui est chercheur en humanité et qui s'est dit, mais le design fiction m'intéresse, je l'utilise pour questionner
ma recherche. Donc il fait un article fictionnel qui reprend qui reprend en fait un projet de drone autour de la surveillance, assez flippant sur la police qui utilise hein, qui est complètement fictionnel, mais qui a un article qui est écrit par qui est écrit par lui et qui est scientifique et qui a tous les codes de l'article scientifique. Il contacte des revues scientifiques et puis euh, en disant que c'est un article fictionnel et son article passe en étant revu par ses pairs et en étant étiqueté article fictionnel. Donc finalement, même dans le champ de la sociologie ou euh, voilà, des humanités, on a des personnes qui s'emparent de ce type de façon de penser, de prototyper euh, les futurs. Alors ça c'est Corning, je vous en parlais juste avant. Ça, c'est ceux qui font les verres, comme ça tactiles, de dingue. Le pont entre tout ça, c'est c'est des endroits d'expérimentation. Le design fiction, ça permet justement de réunir plein de personnes de plein de différents domaines. Ça, c'est un exemple. Le titre, c'est Working Dead, je crois. Défaillance Working Dead. C'était la Biennale de Saint-Étienne l'année dernière, la Biennale du design de Saint-Étienne, qui était sur le thème du travail. Et on a ici la collaboration de plusieurs personnes, un scénographe, un architecte et des écrivains, notamment Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction français. Et ils ont pensé ensemble à quoi pouvait ressembler le futur du travail, et ils imaginent cet espace où on interroge par la fiction. C'est-à-dire que là, il y a quasiment pas de numérique, c'est de la scénographie pure, c'est une forme d'interaction. On s'assoit sur ces chaises et puis on a de l'audio. On voit qu'au milieu, il y a des petits endroits, en fait, il y a des objets appartenant au passé. C'est un peu sur le même modèle que moi j'avais fait là sur Murmure. On voit un gobelet en plastique et on interroge le gobelet en plastique de la machine à café au travail. En fait, ils interrogent tous ces endroits par cette mise en forme qui est encore autre. C'est-à-dire que on peut penser en réalité virtuelle, on peut penser en dématérialisé, en réalité augmentée, en live tweet, en choses comme ça, mais on peut aussi revenir à des choses qu'il y a des gens qui savent très bien faire, c'est-à-dire imaginer des espaces où la fiction devient possible. Et là, on n'est pas dans le théâtre, on n'est pas non plus dans le cinéma, on n'est pas non plus, voilà, on est dans quelque chose qui est un objet assez particulier, que moi je dis design fiction, mais qui peut prendre d'autres. Enfin, moi je dis, c'est pas moi qui le dis, mais. Euh, Voilà, donc ça sert à tout ça, le design fiction. C'est-à-dire qu'on peut s'en emparer en tant que designer, mais on peut aussi s'en emparer en tant que scientifique, et j'espère en tant que cinématographe, réalisateur, ou, euh, ou écrivain, auteur. Euh, Tout le monde peut s'en emparer, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec ça. Euh, Ça sert à provoquer, ça sert à proposer une vision, créer un débat, lutter contre la standardisation, etc., etc., représenter les sociétés, complexifier le futur. Euh, Finalement, moi, ce que j'ai mis en souligné, c'est ce que moi j'aime faire avec le design fiction, c'est raconter aujourd'hui, notre présent, de manière différente, de manière venant du futur, mais posant un regard sur notre société d'aujourd'hui. Euh, et puis on va se terminer on va se quitter, on va se terminer. C'est beau ça, ce terme. On va se terminer. Euh, on va se quitter sur cette image d'un artiste qui s'appelle James Bridle, James Bridle, avec un accent encore moins bon. Et ça, c'est un piège à voiture autonome. Voilà. Je vous explique le principe rapidement parce que c'est tellement drôle. Voilà, donc en fait, c'est une petite vidéo là. Il en fait aussi des photos, mais on le voit graffé comme ça autour d'une voiture autonome. Enfin, on suppose que c'est une voiture autonome, hein. Une ligne continue, on peut pas doubler sur cette ligne, clairement, quand on est à l'intérieur. Et puis la voiture est bloquée avec ses capteurs, elle ne peut plus sortir. Voilà. Donc on peut s'amuser aussi du futur, on peut arrêter de manger comme ça ce que nous donne le MIT Lab ou les Google et compagnie, ce qu'on voit sur nos fils Facebook. Moi je suis encore sur Facebook, je suis un peu à la masse, mais euh, d'arrêter de manger ce futur qu'on nous donne tout simplement et puis de commencer à jouer avec, c'est-à-dire de commencer un peu à le hacker, quoi.
Ah, j'ai dit on est terminé là-dessus, mais en fait, j'ai le temps. Ah oui, c'est ça. On va plutôt terminer là-dessus. Euh, Ça, c'est Liam Young, euh, qui lui est architecte spéculatif. Vous voyez que chacun invente un peu son métier, quoi. Euh, En fait, je vais vous le remettre. C'est un film qu'il a imaginé et qu'il a tourné qu'avec des caméras, des scans qui scannent et prennent les datas, chaleur, etc. En fait, c'est pas des vraies caméras, quoi. Et il a filmé ça à Détroit. Et en fait, il imagine une fiction dans laquelle Détroit est devenu une sorte de zone franche et où on se cache de tout ce qui est autonome, de tout ce qui est robot, de tout ce qui est algorithme, de tout, voilà, de toute cette technologie dont on parle actuellement. Et il parle de jeunes qui s'habillent pour ne pas être détectés. Voilà, on est dans cette façon de penser dans le futur. Et il filme de façon complètement étrange euh, cette narration qui est assez classique, qui pourrait être un film de science-fiction. Alors, allez voir son film, il est disponible. Ça s'appelle City Everywhere. Il est disponible sur Vimeo, je crois, si vous mettez Liam Young, qui est australien. Je vous remercie, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Benoît, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En fait, le design fiction a énormément de ramifications et se manifeste sous des formes très diversifiées. Moi, j'ai une question, peut-être un petit peu vache, sur, en fait, au-delà de définir le design fiction, puisqu'il a des formes très diverses, quand on se revendique du design fiction, ça va forcément, selon moi, avec une indépendance affirmée. Une indépendance, Une on est indépendant, quoi. Une indépendance intellectuelle, Tout à c'est fait. une démarche autonome. Voilà, on peut rapprocher ça d'une démarche d'auteur, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas affilié à une grande entreprise en général et on n'est pas très bienvenu par les grandes entreprises. Mais oui, il y a une forme peut-être c'est de critique, en tout cas du système. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une question? J'en pose juste une et je vous passe le micro. Est-ce que dans la lignée de ce que je t'ai demandé, est-ce que à ta connaissance, il y a des cas de designer fiction? C'est de Ouais, ouais, tout personnes à fait. pratiquant le design fiction qui auraient été récupérées par parce que c'est du pain béni pour une agence de pub, Ouais. quelqu'un qui fait du design fiction. Ouais, alors au Design Fiction Club, on a fait plein de séries de conférences et tables rondes l'année dernière à Paris. Et il y en a une séance que j'avais organisée avec Max Melon, qui est un designer du design fiction. Et c'était le design fiction dans la gueule du loup. On allait regarder le design fiction dans les entreprises de marketing ou ce genre de choses. Et en fait, on s'est aperçu, notamment, on avait fait venir un garçon qui fait du design fiction à la BBVA, qui est à Madrid, qui est une des plus grosses banques espagnoles qu'il y a au Mexique, en Amérique latine, c'est un énorme machin. Et lui, il fait du design fiction dans un tout petit truc dans le data center de BBVA. Euh, donc voilà, il fait des fausses pubs, il fait des fausses choses. Enfin, il imagine comme ça le futur des services bancaires. Mais au service D'une d'une énorme entreprise. banque. Ok. Alors, je sais pas comment il s'endort le soir. Non, c'est un copain en plus, je déconne. Alors, une question. Moi, j'aimerais savoir en fait, est-ce qu'il y a des femmes qui font de la design fiction? C'est Parce une très bonne que remarque. vous avez parlé de beaucoup de mecs là, et le Ouais. truc sur la reconnaissance faciale avec le rouge à lèvres qui change le visage, c'est clairement pas une femme qui a fait ça. Donc, moi, j'aimerais savoir s'il y en a il y a des femmes qui ont fait des trucs. Et vous avez raison. Et c'est ce que je me suis dit hier quand j'ai fait parce que je me suis entraîné, hein, parce que quand on fait une conférence, on s'entraîne. Et ma copine m'a dit, mais tu parles jamais de femmes dans ton truc, quoi. Et c'est vrai. Euh, c'est vrai, et c'est un peu de ma faute, parce que j'ai essayé avec Simone Rebonango de remonter, mais les stats étaient vraiment pas en Et faveur des femmes. Simone, tu as dit que c'était quelqu'un qui était britannique, donc ça porte à confusion. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, un homme ou une femme. Ah oui, c'est une Britannique, c'est une femme, ouais. Je crois qu'elle est. Ouais, c'est une femme, hein, en tout cas. Simon, ah oui, ça aurait pu être Simon, ouais. Non, c'est une femme.
Il y a des femmes, mais en fait, notamment les James Auger, Anthony Dune, Noam Toran, etc., ils s'en sont pris plein la tronche il y a 3 ans. C'était sur la représentation qu'ils avaient de la société. C'est-à-dire ils faisaient l'objet d'une super expo, d'un super truc au MoMA à New York. Et puis d'un seul coup, ce truc est devenu un endroit où énormément de personnes de ce monde-là, du design, les a affichés sur ce manque de représentation de la société dans sa complexité culturelle, des genres, etc. Ils n'ont pas trop su quoi répondre. D'ailleurs, Anthony Dune et Fiona Rabi sont fait virer, bon, virer. Ils se sont fait gentiment excuser du Royal College of Art, et puis où ils étaient enseignants. Ils géraient une section importante. Ils sont partis en 2015. C'était bizarrement à la suite de ce grand débat qu'on avait sur voilà, comment on représente notre société à travers ces objets-là, parce qu'on critique les nouvelles technologies, mais finalement on oublie aussi que toute représentation doit être représentative. Donc je m'excuse en effet qu'il n'y ait pas assez de femmes, ça c'est et puis même dans la diversité, vous voyez, c'est pas non plus dingo quoi. Et peut-être que le design fiction, dans sa démarche critique, qui peut parfois être politiquement très incorrecte, exacerbe certains des clichés. Et c'est pour ça que justement c'est une femme qui est représentée. Je pense que, enfin, moi je l'ai vue comme rentrer aussi dans la critique de la société et des clichés qu'on a en les exacerbant. Oui, pour le coup du maquillage, pour le coup, je pense vraiment quand elle se maquille, etc. C'était clairement, enfin, il y a des femmes en fait qui ont travaillé sur ce projet de. C'était un grand projet, hein. C'était pas juste, ça, c'était une démonstration du projet, mais il y avait des femmes en fait. Je pense que c'était plutôt critique. Il fallait prendre plutôt comme une vision critique bah oui, bah, les femmes doivent se maquiller, c'est super quoi. Genre, enfin, c'est une forme de gag peut-être, ouais, je sais pas. Ouais. Oui, 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 en soi, oui, en soi, on s'en fout quoi. Après, si on prend les designers, on ne connaît pas beaucoup de designers femmes. Non. Ouais, et Charles Hills, ils sont en couple. Je sais pas, après, c'est. Mais ça fait partie. C'est différent du design fiction. C'est aussi un monde qui est quand même culturellement orienté masculin. Toujours aujourd'hui. Sans rentrer dans un débat sur la répartition genrée des activités professionnelles, je pense que c'est pas le seul domaine où il y a beaucoup plus d'hommes. Qu'il s'agisse des domaines de création et de représentation, les hommes sont quand même beaucoup plus présents que les femmes en général dans ces domaines-là. Donc le design en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'en ai une. Ah. En fait, beaucoup des histoires design fiction que vous avez présentées font penser à c'est un genre de démarche artistique quelque part aussi un petit peu parce que ça prend part. Il y a des installations, des dispositifs. C'est dans la fiction, mais assez proche de l'installation, de la performance. Du détournement. Alors, est-ce que ça vient de deux mondes, mais est-ce que c'est pas sa dominante un petit peu C'est une bonne question et je pense que c'est pour ça que je suis ici, c'est que c'est une pratique qui ouvre les champs interdisciplinaires. C'est-à-dire que c'est un endroit où on se rencontre entre praticiens de différents domaines. Alors les rencontres, elles se font autour de projets. Là, par exemple, je sors de 4 jours de recherche avec Isis Famy, donc, que j'avais cité précédemment, qui est une metteur en scène de théâtre avec qui on travaille souvent en co-réalisation de projets. Et on s'intéresse au design et théâtre. Et on se dit, mais on a fait des projets comme ça interactifs où elle est clairement metteur en scène de théâtre à la base, et moi je suis plus. Moi, je suis un animal curieux, mais je viens quand même plus du design. Et on se pose la question de comment on hybride tout ça. Et en fait, tous ces mouvements-là, ils sont dans ces idées d'hybrider. Et je pense que ce que je vous ai présenté là, c'était plus une invitation à aller vous emparer de ces références-là et puis d'aller les critiquer aussi d'une certaine manière.
mais aussi peut-être de vous en emparer, et puis peut-être que ça peut nourrir certains projets et certaines façons de faire quand on fait des projets de films, de documentaires ou même d'installations interactives. C'est des questions assez importantes, notamment l'installation. On avait parlé de scénographie. Voilà. Je pense que c'est même au-delà de la scénographie, je pense. Je pense que le design fiction se retrouve dans de multiples domaines et sous des formes très diversifiées. Je l'ai déjà dit en écoutant ta présentation, j'ai songé à plein de choses qui finalement se rapprochent du design fiction et ce qui est intéressant en tant que membre des Storygraphes, pourquoi on a voulu présenter le design fiction dans ces conférences, c'est parce que dans le design fiction aussi, il y a cette notion de narration qui est au cœur et comment est-ce qu'on raconte le présent, comment est-ce qu'on raconte le futur, et avec ou sans nouvelles technologies, comment est-ce que ça conditionne, ça vient nourrir notre culture et ça conditionne notre vision du monde d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ben, avant de terminer, et je vais peut-être te laisser conclure, je viens d'apprendre qu'il y a 3 journées d'études sur le thème de ciné-design, où vont être abordés à certains moments du design fiction, qui ont lieu à Toulouse. J'ai pas vérifié le lieu, mais c'est sans doute à l'université Jean Jaurès. Et ce sera du 8... Non, et aux abattoirs, ok. Et c'est du 8 au 10 novembre, c'est ça? Du 8 au 10 novembre. C'est la date que j'ai retenue. Voilà. Je te laisse conclure si tu le souhaites. Je conclue juste sur les formats. Et vous avez vu qu'il y a une lutte, en tout cas moi c'est une de mes luttes, c'est de lutter contre l'uniformisation des formats et de se dire je veux dire quelque chose, je veux produire un discours, je veux reconstituer une histoire. Et la question de la forme, on doit se pousser à aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, on doit aller parler avec des programmeurs ou des programmeuses surtout, pour aller créer des installations interactives, et on doit aller dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément, mais on doit aller se pousser, aller chercher des formes nouvelles, et même si on ne sait pas coder, on va trouver quelqu'un qui va coder. Voilà. Ou si on ne sait pas faire des installations plastiques avec une scénographie, et ben on va trouver quelqu'un qui va le faire et puis qui va nous aider, etc., etc. Je pense que c'est une bonne façon de lutter contre l'uniformisation des formats. Merci, à tout à l'heure.